Salut, c'est Fat Black et bienvenue dans ce second épisode. Après avoir présenté ce qui constitue la forme de l'adaptation animée de Mushoku Tensei, causons un peu plus de ce dont est fait la série, causons du lore. Bien entendu, je ne serai pas exhaustif au vu de la quantité non négligeable d'informations qui nous sont présentées dans la première saison, mais c'est parti. Alors en ce qui concerne les événements historiques, la première saison ne nous en présente pas beaucoup, en tout cas j'en ai pas relevé beaucoup, j'en ai relevé 3. Le premier événement, c'est des envahisseurs s'attaquant aux hommes à un moment quelconque de l'histoire, et ça a entraîné le début des communications entre les hommes et des esprits élémentaires, ce qui a été le déclencheur de la maîtrise de la magie dans l'univers de Mushoku Tensei. Ensuite, on a aux alentours de l'an 0, l'an 0 par rapport à l'ère dans laquelle on se situe actuellement dans Mushoku Tensei, que j'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et dans cet an 0, du coup, il y a une guerre entre les humains et les Speld, avec Laplace, Peridius et ses 12 lieutenants en figure de proue, la défaite de Laplace et donc le début de l'ère actuelle dans l'univers de Mushoku Tensei. Ensuite, on a l'événement majeur qui est présent au sein de la série, qui a lieu en l'an 417 de l'ère de la série, qui est la catastrophe magique, d'origine actuellement inconnue, qui a causé de nombreuses pertes humaines et a entraîné la téléportation de nombreux civils aux quatre coins de l'univers. Alors, plus gros topic cette fois-ci, le système de magie. Le système de magie de Mushoku Tensei est l'un des premiers éléments qui nous est présenté dans la série. Globalement, il repose sur le mana, une énergie naturelle présente dans le corps de tous les individus, leur permettant de réaliser des sorts. Les origines de la magie telle qu'elle est actuellement dans l'univers de Mushoku Tensei découlent de l'interaction entre des esprits élémentaires et un ancien peuple dans le but de se protéger d'envahisseurs durant une guerre entre les hommes et les démons, et les esprits élémentaires à ce moment-là ont transmis un art aux humains qui s'est découlé en la magie actuelle. Dans la série, actuellement, on a vu deux méthodes pour réaliser des sorts. Il y a ceux réalisés par des incantations, c'est la méthode traditionnelle, déjà utilisée par tous les mages de la série ayant utilisé la magie, qui puisent dans la quantité de magie disponible par l'incantateur. Et ensuite, il y a ceux qui sont réalisés sans, qui fonctionnent sensiblement de la même manière, cependant, ils permettent une exécution plus rapide et discrète, car ne nécessitent pas la parole. Mais ils demandent au mage une plus grande concentration, car ils nécessitent de prendre en compte le fonctionnement du sort. À ce jour dans l'anime, seul Rudeus, Sylphie et potentiellement Roxy, il faudrait que je revérifie, maîtrisent les sorts sans incantation. Il est également possible d'amplifier son mana grâce à des gemmes magiques, présentes dans divers artefacts comme des baguettes, des sceptres ou des bâtons. Il n'est donc pas à exclure que la magie sous forme de potions existe aussi, dans la mesure où des gemmes magiques existent. En ce qui concerne les types de magie, on en décompte actuellement 4. La magie d'attaque, eau, air, feu, terre et les combinaisons qui en découlent. La magie de guérison et les malédictions. En ce qui concerne les rangs, dans l'univers de Mushoku Tensei, ce sont les sorts qui sont classés par rang en fonction de leur niveau de puissance. Concrètement, le rang débutant correspond à des sorts très basiques, les sorts qu'on voit Rudeus faire quand il est tout petit par exemple. Les sorts intermédiaires, un peu plus élaborés comme le Splash Flow par exemple. Et ces sorts-là sont les sorts que la plupart des mages arrivent à réaliser sans trop de difficultés. Ensuite, on a le rang avancé, qui là constitue une magie un peu plus complexe qui a une large zone d'effet. C'est également un rang que pas mal de mages arrivent à atteindre. Et là, on commence à rentrer dans les rangs qui sont un petit peu plus compliqué à atteindre. On a les sorts de rang sacré, qui sont des sorts qui ont une influence à large échelle, comme le cumulonimbus. Les sorts royaux, on sait simplement que très peu de mages sont capables d'en réaliser, seuls 5 d'après Paul seraient capables de le faire, et on sait par exemple que Roxy, elle a réussi à maîtriser un sort de ce rang-là. On a les sorts de rang impériaux. Pour le coup, là, j'ai vraiment aucune information. Seulement Roxy en fait mention à un moment donné. Et on a les sorts de rang divin, qui sont des magies capables d'influer sur un continent entier. Et j'imagine que ce sont des sorts de rang divin qui permettent à des mages
Par exemple, de faire venir une personne d'un autre monde, ce qui a permis à Rudeus d'arriver dans l'univers. J'imagine également que la magie qu'utilise Homodeus pour communiquer avec Rudeus est de cet acabit-là. Voilà. J'avoue que je me suis quand même aussi posé des questions par rapport à ce qui s'est passé dans la première saison de Mushoku Tensei. Dans quelle catégorie certains éléments pouvaient être placés. Par exemple, il y a les yeux démoniaques de Kishirika. Je sais pas vraiment dans quoi on peut les ranger, par exemple. Et du coup, si vous avez des réponses qui, évidemment, ne spoilent pas la suite de la série, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Encore une fois, sans spoiler. De par le fait que je ne me base que sur les informations de la première saison, je ne fais qu'effleurer le sujet. Mais du coup, si l'anglais ne vous pose pas de soucis et que vous n'avez pas peur d'être spoilé, je peux vous recommander cette vidéo que j'ai pas pu regarder en entier du coup, par peur d'être spoilé, mais de ce que j'en ai vu, elle détaille davantage le fonctionnement de la magie dans l'univers de Mushoku Tensei, en plus de présenter des informations qui, par souci d'adaptation, n'ont pas été incluses dans l'anime. Et à côté de ça, j'imagine également qu'au vu de l'arrivée à Ranoa qui va se faire dans la saison 2, ça devient évident. Davantage d'informations devraient nous être fournies au niveau de comment fonctionne la magie dans l'univers de Mushoku Tensei. Je me permets également de faire une brève aparté sur le système d'épée, puisque il est pour le coup presque corrélé au système de magie, dans le sens où ils fonctionnent pareil tous les deux, sauf que pour l'escrime il y a 3 écoles. Et comme pour la magie, chacune de ces écoles possède les mêmes grades de débutant à divin. De la même manière, lorsque je parlais tout à l'heure des rangs débutants, intermédiaires, avancés, sacrés, royal, impérial et divin, chacun de ces rangs est attribué à un type de magie. Par exemple, un maître de la magie royale de l'eau n'est pas forcément capable de réaliser des sorts sacrés de feu. C'est donc quelque chose qui se reprend sur chaque type de magie. Parce que dans l'univers de Mushoku Tensei, la magie s'apparente à une science que les mages étudient au travers de livres, se documentent énormément, ils apprennent, ce qui est assez intéressant, je trouve. Et voilà, tout simplement. Au sein de la première saison de Mushoku Tensei, 3 langues nous ont été présentées, nous permettant de mettre en avant via un élément supplémentaire les différences qu'il peut y avoir d'une culture à une autre. Elles permettent aussi de montrer que le fait de s'y intéresser peut être utile pour pouvoir communiquer avec les autres, et le fait de pouvoir communiquer avec eux permet de faire tomber certaines barrières. Tout ce travail qui a été fait avec les langues d'ailleurs, je trouve qu'il est selon moi assez intéressant, et rend l'histoire de Roxy d'autant plus intéressante, mais j'en parlerai dans un autre épisode pour le coup. Et donc, je le disais, il y a 3 langues qu'on a vues dans la série. Il y a la langue commune. Très rapidement, elle va être remplacée par le japonais. Cependant, elle est également visible au sein des livres que lit Rudeus, au sein de la plupart des objets sur lesquels quelque chose va être écrit, ce qui fait que le travail des animateurs est à saluer, puisqu'ils ont vraiment, très régulièrement, je vais pas dire à chaque fois parce que j'en suis pas sûr, mais vraiment très régulièrement, ils ont pris le temps d'écrire dans un nouveau système d'écriture tous les noms, toutes les informations qu'ils avaient à écrire sur différents objets, sur différentes pages, sur différents supports en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que des fans se sont amusés à voir si les caractères avaient un sens, et il s'avère que oui, du coup, c'est vraiment un nouvel alphabet qui est le mélange entre l'anglais et une autre langue que je vais vous afficher à l'écran parce que là je me souviens plus au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'est pas très sérieux, mais passons. Mais du coup, on peut tout de même saluer l'effort d'avoir sérieusement créé un nouvel alphabet pour la série. Ensuite, il y a la langue des hommes bêtes, apprise par Ghislaine à Rudeus durant l'épisode 7, et également apprise par la nièce de Ghislaine à Iris dans l'épisode 15. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on entendra le plus la langue. Et enfin, on a le langage des démons, que Rudeus est parvenu à apprendre grâce à un manuel envoyé par Roxy, et que l'on entendra durant plusieurs épisodes après la catastrophe magique, lorsque les personnages se trouveront sur le continent des démons. En bonus, on a également le langage de la guerre qui est évoqué par Rudeus lorsqu'il commence à apprendre toutes ces langues étrangères au final, sans qu'on en sache plus que ça, même si Rudeus nous évoque qu'il ressemble pas mal au langage des humains. Je l'ai déjà dit dans le précédent épisode, mais vraiment, je salue les performances des seiyuu et des équipes pour le travail réalisé sur ces langues, parce que c'est giga immersif, et ils ont vraiment réussi à mettre de l'émotion dans une langue qui n'existe pas, encore une fois. Pour certains, ça peut être anodin, mais moi je trouve ça incroyable, c'est un truc de fou. Mais du coup, si vous êtes à l'aise et que le sujet vous intéresse, je vous ai mis quelques liens en description pour en découvrir plus et voir à quel point le studio est impliqué dans la retranscription des langues, que ce soit à l'écran comme à l'oreille. Doté d'une histoire riche et de populations diverses, nous allons dans cet épisode du dessous des cartes tenter d'en découvrir davantage sur quelques royaumes de l'univers de Mushoku Tensei. Divisés en 4 continents, Begarit, Mélis, le continent central et le continent des démons, c'est le continent central et plus particulièrement le royaume d'Ashura ainsi que le continent de Mélis et son royaume de Mélis qui nous intéresseront dans cet épisode. Doté d'un calendrier démarrant sur la défaite du démon Laplace,
c'est le début du 4e siècle de cette ère que nous observerons. À l'aube de ce siècle, le modèle d'Ashura possède un modèle de société moyenâgeuse occidentale divisé en 3 ordres. Le tiers-état, qui fait vivre les régions en produisant des ressources, est composé essentiellement de marchands, d'agriculteurs et d'autres métiers de cet acabit. La noblesse, qui administre la vie du royaume, est elle, comme son nom l'indique, représentée par des nobles. Le clergé est quant à lui représenté par l'Église, divisé en différentes factions, telles que les chevaliers du Temple et la faction papable. Son pape quant à lui se trouve à Mélis. Le continent central est durant le début de ce siècle plutôt prospère, le commerce y mène bon train, les villes campagnardes sont plutôt calmes, les agriculteurs peuvent y mener leurs activités en toute sérénité, tandis que les aventuriers peuvent quant à eux partir explorer le monde tout en menant des quêtes pour vivre, et il est alors possible, dès que l'on en a les moyens, d'obtenir tout ce que l'on y souhaite. De la nourriture, des livres, ou encore des esclaves bestiales pouvant assouvir les désirs sexuels de leurs propriétaires. Certes, mais il peut payer le sexe. Le royaume de Mélis possède également une politique d'immigration aux frontières basée sur le faciès. En effet, les démons se voient dans l'obligation de payer des droits d'entrée plus élevés que leurs homologues humains. De plus, et cela est également valable pour le continent central, dès lors qu'un individu possède des cheveux verts, il était automatiquement stigmatisé, voire violenté, car ressemblant à un Speld, qui est une race de démons. Le racisme faisait donc à cette époque partie intégrante de la vie du royaume. Le continent central héberge quant à lui un établissement mondialement reconnu pour son éducation en matière de magie, l'école de Ranoa, prônant la tolérance puisque tous les peuples sans égard de statut social ou de race y sont acceptés. Cependant, les frais d'inscription, eux, ne semblaient pas rendre l'école si accessible que cela. Mais c'est en l'an 414 qu'un événement vint troubler la vie des habitants de ces royaumes. Des images d'archives nous révèlent que c'est durant cette année qu'une sphère mystérieuse est apparue dans le ciel de la région de Phitoa, située dans le royaume d'Ashura. Tout d'abord inactive pendant plusieurs années, c'est 3 ans plus tard que cette sphère s'emballera et causera ce qui est dans les livres d'histoire baptisé la catastrophe magique, ou encore l'incident du téléport, qui engendrera de nombreuses pertes humaines, ainsi que la téléportation de nombreux individus partout dans le monde. Et à la suite de cette téléportation, le voyage d'un certain Rudeus Grirat fut particulièrement bien documenté et permis d'en découvrir davantage sur un continent plein de dangers, le continent des démons, en plus de progressivement endiguer le racisme à l'égard des Speld à travers le monde. Mais nous aborderons tout cela au travers d'un prochain épisode. Comme vous avez pu le voir, l'univers est plutôt vaste et détaillé. La première saison nous permet, à cause ou grâce à la catastrophe magique, d'en découvrir beaucoup sur de nombreux recoins, car les personnages ont pratiquement eu à effectuer un tour du monde afin de rentrer chez eux. Apparemment, le light novel fournit davantage d'informations sur la topographie de l'univers et fournit des explications sur pourquoi Rudeus, Eris et Rui ont pas simplement pris cette route en bateau. Cependant, même si l'anime n'explique pas tout, on peut remarquer grâce à cette carte, aux openings, aux décors, aux vêtements et à la faune ainsi qu'à la flore, le soin qui a été apporté à la construction du monde de la série de façon à rendre l'immersion la plus efficace possible. Kento Mahou no Sekai da. En conclusion, bien que Mushoku Tensei soit surtout une affaire de personnages, que je ne manquerai pas de présenter dans les futurs épisodes, Mushoku Tensei dispose d'un univers solidement établi par l'imaginaire de son auteur et sublimement retranscrit à l'écran avec détail et attention par le studio Bind et les équipes qu'il constitue, ainsi que par les freelances, ainsi que par les studios supplémentaires qui ont été missionnés pour travailler sur la série. Bref, tout le monde a super bien bossé. J'ai pas présenté tous les détails en vidéo, mais je vous ai mis en description des liens vous permettant de voir d'une part le niveau d'implication que le studio a eu dans la retranscription de l'univers de Maganote Sensei à l'écran, et d'autre part, des articles ou wiki qui développent un petit peu plus comment fonctionne le lore de l'univers de Mushoku Tensei. J'ai également mis des vidéos qui pourraient éventuellement vous intéresser avec des personnes qui connaissent mieux le sujet que moi, pour le coup. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Salut les gens, et à la semaine prochaine pour l'épisode 3 qui portera sur...